Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Bonjour Caroline Désir. Bonjour. On est en pleine épreuve certificative, ce qu'on appelle les épreuves de certification externe, le CEB, le CE1D, etc. CESS. Tout se passe bien pour l'instant. La ministre de l'Éducation que vous êtes touche du bois et tout va continuer à bien se passer jusqu'à la fin de la semaine. Effectivement, tout se déroule bien. Ce matin, il y a une épreuve de sciences du CE1D et pour l'instant, il n'y a pas eu de problème. Mais on reste évidemment toujours alerte au cas où il y a une fuite ou quoi que ce soit. Comme ça reste un enjeu, l'organisation logistique de ces examens? Évidemment, c'est un enjeu important. Vous savez, les paquets arrivent sous scellés le matin. Effectivement, il y a beaucoup de stress autour de ça parce qu'il y a des années où ça s'est moins bien passé. Et on a dû corriger la procédure au fur et à mesure pour bien tout baliser. Oui. Alors, il y a beaucoup de débats justement sur l'utilité de ces examens. Est-ce qu'il faut les maintenir? Est-ce qu'il faut les remplacer par du contrôle continu? Ou est-ce que c'est quand même utile qu'à certains moments de la scolarité, y compris dans le futur, avec la réforme du pacte d'excellence, on garde ces balises et qu'on garde quand même un examen qui a un effet feu rouge, feu vert pour les élèves et la poursuite de leur scolarité? Pour nous, c'est très très important qu'on ait ces évaluations externes certificatives organisées par la Fédération de Bruxelles à différents moments de la scolarité pour simplement mesurer l'état des connaissances de nos élèves dans l'ensemble de nos écoles. Ça nous sert évidemment comme outil de pilotage. Vous savez qu'on a construit des indicateurs dans notre système scolaire depuis maintenant une vingtaine d'années. Et donc c'est très très important qu'on puisse mesurer l'état de notre système scolaire et aussi son évolution. Est-ce que ça doit aussi servir de feu rouge, feu vert et de pouvoir dire à un élève, toi tu peux continuer, toi par contre tu dois redoubler? Alors, ça sert effectivement à ça aussi, à certains moments clés de la scolarité. Ce sera le cas à l'issue du tronc commun dans le futur. Donc, d'ici 2028-29, on arrivera à la fin du tronc commun à la 3e secondaire. Et donc là, de toute façon, l'épreuve actuelle du CE1D qui se joue à la fin de la 2e secondaire sera déplacée à la fin de la 3e secondaire. Et ce sera le certificat du tronc commun. L'autre question, c'est qu'est-ce qu'on va faire du CEB qui arrive un peu en milieu de chemin. Pour l'instant, c'est prévu dans le code de l'enseignement. Comme ça, l'épreuve existe et continue à exister. On verra dans la prochaine législature quel sera l'avenir de cette épreuve. Moi, personnellement, je pense qu'elle doit continuer à exister, au moins pour ces raisons de pilotage de notre système d'enseignement, mais est-ce qu'elle doit rester certificative à un moment qui ne sera plus un moment clé dans le parcours, puisque notre parcours ira depuis les maternelles jusqu'à la 3e secondaire. C'est certificatif, mais il y a toujours moyen, malgré tout, que le conseil de classe passe outre un examen qui serait particulièrement raté. Absolument, parce qu'on ne peut pas exclure, par exemple, qu'un enfant est complètement paniqué au CEB alors que pendant toute l'année, tous ses résultats étaient très bons, qu'il était malade. Enfin, voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Et donc, il est important que le conseil de classe ait quand même le dernier mot pour pouvoir analyser l'ensemble de la scolarité de l'enfant et pas juste ses résultats à une épreuve. Alors, c'est quand même une année scolaire particulière. Certains ont même employé le mot d'historique avec ce nouveau rythme scolaire. On va d'ailleurs finir l'année en juillet et pas à la fin du mois de juin. Et on la reprendra fin août et non pas au 1er septembre comme d'habitude. Vous êtes satisfaite de ce nouveau rythme? Est-ce qu'on a déjà des premiers retours et un premier bilan ou est-ce que c'est encore trop tôt? C'est trop tôt et le décret d'ailleurs prévoit une évaluation en 2026 parce qu'il faut là on se laisse quand même du temps pour évaluer. On se laisse du temps et c'est comme ça dans l'ensemble de nos réformes, c'est normal, il faut qu'une réforme puisse Vous n'avez être pas absorbée. déjà des retours, soit positifs, soit négatifs de la part des enseignants qui vous disent les élèves sont plus reposés, plus concentrés? Absolument, on a des retours de terrain. Chaque fois que je vais sur le terrain, je pose la question aux équipes. De manière générale, les enseignants sont très satisfaits, ils se sentent mieux reposés, mais surtout ils sentent leurs élèves mieux reposés et les parents à chaque séance de 2 semaines. Les parents, je les croise moins quand je fais des visites de terrain, évidemment. Il ne faut pas sous-estimer non plus certains problèmes organisationnels. On sait que pour des parents qui ont les enfants dans 2 types d'enseignement, c'est compliqué et on préférerait un alignement. Mais n'oublions pas le fondement de la réforme qui est quand même de placer les enfants et les adolescents dans de meilleures conditions d'apprentissage et ainsi de lutter contre les inégalités même scolaires. Si vous avez quelques milliers de familles pour qui c'est effectivement difficile parce qu'on est parents enseignants du côté néerlandophone ou parce qu'on a des enfants dans le réseau néerlandophone et dans le réseau francophone et que là, on a quand même des difficultés à faire coïncider les calendriers. Ce sera encore pire l'année prochaine, parce qu'il y aura encore moins de vacances en commun l'année prochaine que cette année. Une difficulté l'année prochaine, pas l'année d'après. Évidemment, moi j'ai surtout beaucoup d'espoir qu'à terme, les communautés alignent leur calendrier. C'est pas encore dans le tube du côté flamand. C'est pas encore dans le tube, mais le débat continue à
vivre. Vous savez qu'il y a beaucoup aussi d'enseignants néerlandophones qui voudraient que les calendriers soient alignés, mais plutôt sur le calendrier scolaire francophone. Mais pour l'instant, la NVA, qui est quand même le parti dominant de la coalition en Flandre, n'en veut pas. Ils n'en veulent pas parce que c'était pas dans leur accord de gouvernement et qu'ils ont d'autres priorités pour le moment, mais ils n'ont pas non plus rejeté le Wens n'y est pas favorable. Hein. Il a fait des déclarations indiquant qu'il n'était pas favorable. Oui, mais moi, il m'a dit, parce que j'étais lui présenter la réforme, il m'a dit qu'il comprenait quand même les arguments sur le plan pédagogique que je développais et d'autres experts de l'enseignement. Donc vous avez toujours l'espoir que les néerlandophones amènent leur calendrier et le fassent coïncider avec celui des francophones. Alors il y a plein de nouveautés quand même l'année prochaine. D'abord peut-être un petit mot sur les voyages et les fournitures scolaires et l'idée qu'on doit aller vers une gratuité de l'enseignement. Alors il y a eu, on a commencé par les primaires, par les petits niveaux. Est-ce qu'on y arrive? Et est-ce que l'an prochain on va limiter la possibilité de faire des voyages parfois onéreux, la possibilité de demander des fournitures scolaires parfois onéreuses aux enfants, y compris dans le secondaire ou pas? Donc il y a deux parties à cette politique de la gratuité. D'abord effectivement la question des fournitures scolaires, hein, donc la liste de matériel qu'on demandait en début d'année aux parents, c'est désormais interdit en maternelle, mais ce sera aussi maintenant interdit en première et deuxième primaire. Vous savez que financer cette gratuité, ça a un coût pour la fédération, et donc on a dégagé d'abord 10 millions d'euros et puis 8 millions d'euros pour financer cette gratuité. Donc c'est l'école qui fournit les fournitures. Tout à fait, l'école doit fournir le tout et ne peut plus rien demander en termes de fournitures aux parents. Donc ça, c'est une belle avancée. À côté de ça, il y a la question du plafonnement des activités scolaires et des voyages avec nuitée, donc ce qu'on appelle les classes vertes, etc. On a plafonné ça déjà dans le maternel et on est en train d'essayer de poursuivre le travail dans le primaire. Non, parce que dans le primaire, le problème, c'est que les pratiques sont très différentes. Il y a notamment l'épineuse question des classes de neige qui, généralement, entraînent évidemment des demandes d'argent assez importantes aux parents et qui sont malheureusement très pratiquées aussi en Belgique. Mais donc ça veut dire que vous n'allez pas les interdire ou pas dire il y a un plafond, on ne doit pas le dépasser? Donc on doit trouver le plafond juste et c'est un vrai casse-tête, mais donc on va venir avec une note au gouvernement dans les prochaines semaines ou mois et on a déjà consulté pas mal d'acteurs. Mais donc ce ne sera pas pour l'année prochaine, ce sera éventuellement pour l'année d'après si c'est d'application. De toute façon pas, parce que ça s'organise sur plus d'un an à l'avance, évidemment, des voyages avec nuitée dans les écoles. Grosse nouveauté donc pour la rentrée de fin août 2023, ce sera le tronc commun en 3e et 4e primaire. Qu'est-ce qui va changer pour les élèves, notamment sur cette histoire de cours de langue? On sait qu'on doit avoir un cours de langue maintenant en Wallonie, c'était pas obligatoire jusqu'à présent, ça l'est déjà à Bruxelles. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer à Bruxelles? Il y a beaucoup de craintes d'un cours supplémentaire, puisqu'on a théoriquement 3 heures de néerlandais obligatoire à Bruxelles, c'est la loi, ce qui veut dire qu'on aurait 29 périodes de cours en région bruxelloise, alors qu'il n'y en a que 28 pour les Wallons. C'est disproportionné, c'est inégalitaire. Est-ce que vous allez corriger la situation ou pas? Ce qui va changer en fait principalement à Bruxelles, puisque le néerlandais est déjà obligatoire à partir de la 3e primaire, c'est qu'enfin la Fédération Wallonie-Bruxelles va financer en réalité l'organisation de ces périodes. Pour donc c'est une bonne nouvelle pour les pouvoirs organisateurs. C'est une très bonne nouvelle pour les pouvoirs organisateurs et ça rétablit quelque part une injustice qui était faite aux Bruxellois depuis de nombreuses années. On a travaillé de manière générale sur plus d'éveil aux langues et on va surtout anticiper l'apprentissage de la première langue moderne en Wallonie, puisque jusque-là c'était 5e primaire, et donc on uniformise un petit peu tout ça. Alors en fait, il n'y a pas de révolution cette année, c'est l'évolution du tronc commun. On a touché maintenant tout le maternel, la première, 2e primaire, on continue avec la 3e et 4e primaire. Ça veut dire une modernisation des contenus, un renforcement des savoirs de base, des nouvelles matières comme des nouveaux apprentissages au numérique qui vont commencer en 3e primaire. Donc il y aura des cours de numérique, donc des cours d'informatique pour parler clair. Absolument. Donc pour tous les élèves en 3e primaire l'année prochaine. Ça c'est évidemment une grande nouveauté et c'est logique évidemment en 2023 qu'on puisse aborder ce genre de matière. Et alors ce qui est important aussi, et je voudrais quand même en parler une minute, c'est qu'on voit aussi avec l'arrivée du tronc commun qu'on va aussi donner de nouveaux leviers aux enseignants pour faire surmonter les difficultés scolaires à des enfants avec l'accompagnement personnalisé. Donc pendant entre 2 et 4 heures par semaine, il y aura un deuxième adulte dans la classe, un co-enseignant qui va pouvoir un peu prendre le temps avec les enfants de respecter davantage le rythme de chacun et de dénouer certaines difficultés d'apprentissage. Je repose ma question, Caroline Désir, c'est 29 ou c'est 28 périodes pour les 3e primaires à Bruxelles? Donc il y a une petite difficulté technique qui nous est remontée là. Et donc cette année, on va encore laisser de la souplesse dans l'organisation de ceci pour ne pas imposer la 29e période dans les écoles à Bruxelles. Donc ça peut être 28? Voilà, ça peut être encore 28 cette année. Et comment on fait on avec la 3e heure du cours de langue? Un peu de souplesse. Mais les écoles vont soit l'organiser dans la grille horaire, soit en dehors, mais pour éviter des problèmes d'aller chercher les enfants à des heures différentes, on a laissé de la souplesse cette année pour les pouvoirs organisateurs. Donc ça veut dire que la 3e heure de langue, elle peut être transférée dans une heure, par exemple, d'histoire géo qu'on pourrait donner en néerlandais. Voilà, exactement. Dernière question, il y a eu beaucoup d'émotions autour de l'affaire des kayaks. Ça concerne l'Athénée du Suppelberg, autrefois l'Athénée Serge Creuse, avec des policiers qui
en sont venus aux mains avec des élèves. La Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de s'associer à la plainte de l'établissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la conviction que les enseignants et les élèves disent vrai lorsqu'ils disent qu'ils ont été agressés et que l'agresseur, c'est la police? En réalité, je les ai reçus avec l'administrateur général de WBE à mon cabinet, donc les élèves concernés, leurs éducateurs et enseignants et leurs parents. Je dois dire que j'ai été très très choquée de ce que j'ai entendu. Évidemment, la justice va faire son travail et c'est important, mais moi, comme ministre de l'Éducation, je peux en tout cas pas tolérer que des jeunes qui ont entre 13 et 18 ans, donc sont pour la plupart des mineurs d'âge, aient été victimes de coups et d'insultes particulièrement violents dans le cadre d'une sortie scolaire. Ouais, même si tout le monde s'est battu et qu'il y a aussi des policiers blessés. Hein. Oui, tout à fait. Et il y a aussi des policiers visiblement qui se sont battus entre eux. Donc il va falloir... voilà. Mais... Donc, d'une part, des élèves mineurs ont été victimes de coups et d'insultes, mais aussi des éducateurs. Et donc, tout ça dans le cadre d'une sortie scolaire me fait dire on doit quand même envoyer un signal de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour dire nous ne pouvons pas tolérer que des faits se passent comme ça, parce que ça porte atteinte aux intérêts de la communauté scolaire et aussi aux valeurs que nous promouvons dans le système éducatif. Et donc, il nous semblait important que la Fédération Wallonie-Bruxelles se constitue partie civile suite à la plainte. Vous allez suivre ce dossier et on va s'assurer que ces élèves puissent reprendre une scolarité normale. Il y en a beaucoup qui sont quand même en arrêt maladie pour l'instant. Absolument, il y en a encore énormément qui sont sous certificat médical, des enseignants également et des éducateurs et des éducatrices qui ont été particulièrement touchés par la scène. Et donc je crois que c'est important qu'on leur envoie aussi le message que nous sommes à leur côté, ainsi qu'aux côtés du pouvoir organisateur dans cette affaire, pour les soutenir, surtout dans leur souhait que la justice soit faite.